On vous annonçait hier son arrivée à Biltine dans le Wadi Fira. Il y a passé 24 heures. Le voilà déjà à Amdjaras, chef-lieu de l'Enedi Est depuis cet après-midi. Fils du terroir, le président de la République assistera le 10 octobre prochain à l'intronisation du nouveau sultan de Darbilia. À Biltine, le président de la République Idriss Déby Itno a reçu les autorités locales et les membres du conseil provincial du MPS de Wadi Fira. Le chef de l'État sollicite leur implication pour l'application des décisions de la 4e conférence des gouverneurs. Et puis, Octobre Rose 2019, le mois consacré à la lutte contre le cancer féminin, en est à son 3e jour d'activité. Une conférence débat a été animée sur le thème alimentation, nutrition et le cancer. Des conseils pratiques ont été donnés aux participants à suivre dans une dizaine de minutes. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal qui a comme invité le président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, Dr Manikassé Paloma. Docteur, bonsoir. Bonsoir. On va parler spécialement des activités de Octobre Rose, bien sûr. Ok, ça sera dans une quinzaine de minutes. Merci. Le président de la République poursuit son périple à l'intérieur du pays. Après donc le Wadi Fira, on nous annonce que le chef de l'État est présentement à Amdjaras. Le chef de l'État, donc le chef de l'Enedi Est, va abriter le 10 octobre prochain la cérémonie d'intronisation du nouveau sultan de Darbilia, Sa Majesté Timan Déby Itno. Nassour Noudjiti pour le reportage. Amdjaras abritera le 10 octobre prochain la cérémonie officielle d'intronisation du nouveau sultan de Darbilia, Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno. La population de l'Enedi Est se prépare en conséquence pour que la cérémonie soit grandiose et la fête belle. 4 jours avant l'événement, le chef de l'État Idriss Déby Itno foule le sol du chef-lieu de l'Enedi Est. Il est accueilli à sa descente d'avion par le secrétaire général de la province de l'Enedi Est, Adamou Oumarou, le commandant de la zone de défense numéro 8, général Issa Abderrahim El Hadj, le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hashim Bouder, et le nouveau sultan de Darbilia, Sa Majesté Siddiq Timan Déby. Le chef de l'État Idriss Déby Itno sert par la suite les mains du comité restreint d'accueil composé de responsables administratifs, autorités traditionnelles, qui ont fait le déplacement de l'aéroport d'Amdjaras. Le cortège présidentiel a pris enfin la direction de la résidence privée du chef de l'État. Le président de la République est précédé il y a quelques jours par la première dame du Tchad, Hind Déby Itno. À Amdjaras, le président de la République assistera donc à l'intronisation du nouveau sultan de Darbilia, Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno. Avant de quitter Biltine pour Amdjaras, le président de la République a échangé avec les responsables administratifs, les autorités traditionnelles et les membres du conseil provincial du MPS de Wadi Fira. L'application des décisions issues de la 4e conférence des gouverneurs, les futures élections et la scolarisation des enfants étaient au centre des discussions. Nassour Noudjiti une fois de plus. Le premier groupe à être reçu par le chef de l'État Idriss Déby Itno est constitué des autorités administratives et chefs traditionnels de Biltine. De passage pour Amdjaras, j'ai décidé de m'arrêter à Biltine pour échanger avec vous, a déclaré d'entrée de jeu le chef de l'État Idriss Déby Itno. Au sortir de la 4e conférence des gouverneurs tenue à Béché, je veux que vous soyez des chefs modèles afin que la population sente avoir à sa tête des dirigeants imbus de probité morale et vanité, dépositaires de l'État, a poursuivi le président de la République. Abordant le point relatif à l'éducation des enfants et surtout celle des filles, le président de la République, à chiffres à l'appui, fait comprendre aux autorités administratives et traditionnelles que la province du Wadi Fira est à la traîne. Aucun progrès n'est envisageable sans éducation. L'éducation est le soubassement de tout développement, a fait remarquer le chef de l'État. Inscrivez massivement les filles à l'école et laissez-les poursuivre le plus loin possible leurs études au même titre que le garçon, conseille le chef de l'État. La paix et la cohabitation pacifique est un thème que le chef de l'État Idriss Déby Itno
aborde dans toutes les rencontres tant en N'Djamena que dans le Tchad profond. Il l'est également ce samedi 5 octobre à Biltine. Tout en félicitant les autorités administratives et chefs traditionnels dans la pacification de la province, le président de la République les a exhortés à maintenir le cap. Peu avant de prendre congé des autorités administratives et chefs traditionnels, une fatia est dite par le chef de l'État pour le repos de l'âme du regretté Mohamed Abdoulaye Senoussi, ex-ambassadeur du Tchad en Allemagne et ancien conseiller à la présidence de la République. Le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances au chef de canton Mimi, Ator Anour Wadak, cousin de l'illustre disparu. Enfin, la tenue de futures échéances législatives et communales était au centre de la dernière rencontre entre le chef de l'État Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, et les membres du conseil provincial du mouvement patriotique du salut de Wadi Fira, conduit par son secrétaire provincial. Vous le saviez, le discours du chef de l'État clôturant la 4e conférence des gouverneurs des provinces à Béché a été un peu plus riche et évocateur. Ce soir, donc, nous allons nous intéresser sur le segment dans lequel il interpelle les gouverneurs sur leur responsabilité à faciliter le processus électoral à venir. Suivez le chef de l'État. Vous êtes les premiers dépositaires des lois de la République et de l'autorité de l'État dans vos provinces. Ça veut dire quoi? Vous représentez le pouvoir central. Ça, le comportement de chacun et chacune de vous doit être conforme à la démarche que nos citoyens comprendraient bien, que cette démarche-là, démarche d'un chef respectable et respecté. Je profite donc de l'occasion présente pour vous rappeler que nous entamons la dernière ligne droite devant nous conduire à l'organisation des élections législatives et locales d'ici la fin de l'année, au mois de janvier au plus tard. Je vous exhorte à apporter tout l'appui nécessaire aux organes de pilotage du processus électoral en cours afin de garantir les conditions de bon déroulement du scrutin à venir. Les résolutions issues de cette conférence et les orientations que je viens d'exposer doivent aiguiller toutes les actions de l'État au niveau central et déconcentré. Au-delà de l'appareil étatique, c'est tous ensemble, dans un élan fraternel et solidaire, que nous pouvons conjurer tous les facteurs qui retardent notre marche vers le progrès et la modernité. À Béché, toujours lors de la 4e conférence des gouverneurs, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaibou, a lu une lettre dite de mission. La lettre de mission est adressée aux autorités traditionnelles et coutumières. Souleymane Diabo revient sur cette lettre point par point. Regardez. À l'attention des autorités traditionnelles et coutumières, la Constitution de la 4e République vous confère le rôle des garants des us et coutumes. Vous devez donc participer à la valorisation de ces valeurs, la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale, au règlement non juridictionnel des différends dans votre ressort territorial, l'encadrement des populations et appuyer l'action des collectivités autonomes. Vous devez satisfaire les obligations générales suivantes liées à vos devoirs. Respecter les valeurs et la légalité de la République en honorant, protégeant et servant loyalement les institutions républicaines et en accomplissant les missions mises à votre charge en totale conformité aux prescriptions légales ou réglementaires édictées en la matière. Respectez les valeurs attachées à l'exercice de votre fonction en vous montrant déférent envers votre hiérarchie, en exécutant loyalement et fidèlement les ordres qu'elle vous adresse. Valorisez la crédibilité et le surnom de la chefferie traditionnelle
et coutumière en préservant son image et sa réputation et en veillant à gagner la considération et le soutien des autorités, de la population, de ses chefs hiérarchiques, ainsi que de vos collègues et des partenaires institutionnels. Promouvoir l'exemplarité et préserver la respectabilité attachée à votre fonction en exécutant personnellement et consciencieusement les obligations des services dont vous avez la charge et en adoptant un comportement irréprochable fondé sur la courtoisie, la probité, le respect des règles déontologiques attachées à votre statut et à votre profession. Porter assistance et secours aux personnes, en particulier celles qui se trouvent en situation d'urgence, au rang desquelles figurent notamment les personnes vulnérables ainsi que les femmes et les enfants. Vous abstenir de commettre ou d'accepter un acte de corruption en dénonçant ces pratiques et en s'y opposant systématiquement. Le ministre de l'administration du territoire, des collectivités territoriales décentralisées, attache du prix au respect de cette lettre de mission. Et puis le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mohamed Zen Aladj Yaya, a fait une restitution des assises de la conférence des gouverneurs tenue du 3 au 4 octobre dernier à Abéché. Suivez. La conférence des gouverneurs tenue à Abéché du 3 au 4 octobre 2019 a été un réel succès. Les échanges ont été francs. Des engagements ont été pris par le gouverneur à relever leur niveau d'engagement, de manière à prévenir tout conflit meurtrier, de répondre aux attentes de leurs administrés et de justifier la confiance placée en eux par son Excellence M. le Public, chef de l'État. La promesse faite par le chef de l'État de résoudre dans la mesure du possible le problème de l'administration territoriale est d'une importance capitale car la situation de terrain est très difficile et les défis très nombreux. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a affirmé en outre que la DIA, si elle découle d'une entente entre parents dus ou des meurtriers et les parents d'eux ou des victimes, elle ne doit en aucun cas éteindre l'action pénale. Autrement, au-delà de ce qu'elle est unique et met en rapport les nantis et les moins nantis, elle peut constituer un permis de tuer et cela est inadmissible. Parmi les mesures concrètes par rapport à la prévention des conflits, l'on note la circulaire signée des ministres délégués à la présidence publique chargée de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains, et celui de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées relative à la DIA, ainsi qu'une lettre de mission à l'attention des autorités traditionnelles et coutumières. Repartons à Béché pour parler de cette cérémonie de remise des médicaments aux délégations provinciales sanitaires du Ouadaï et de Wadifira. Reportage d'Amgue Joël Litné. L'approvisionnement des pharmacies et des hôpitaux en médicaments est un souci majeur du gouvernement. Les efforts dans ce sens suscitent l'admiration des partenaires. C'est le cas des reliefs islamiques des États-Unis d'Amérique qui volent au secours du ministère de la Santé publique avec des dons en médicaments. Pour le lot destiné à la province du Ouadaï, le ministre en charge de ce département, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, le remet personnellement aux délégués sanitaires de la dite province. Ces derniers se réjouissent de ces dons qui viennent à un moment opportun. Nous vous rassurons que ces médicaments seront utilisés à bon escient et nous veillons scrupuleusement à la bonne gestion de ces médicaments. Le professeur Mahmoud Youssouf Khayal exhorte quant à lui les responsables de la délégation sanitaire du Ouadaï à une utilisation rationnelle et efficiente de ces médicaments. Le président de la République nous a instruits en nous disant clairement, en passant par les hôpitaux comme par les délégations, il faut que ce message soit bien compris. Ces médicaments ne doivent pas aller à la rue. Ces médicaments doivent être utilisés normalement en respectant toutes les conditionnalités. Nous croyons en vous et nous pensons qu'à Béché fera exactement comme en veut notre président.
toujours dans la ville d'Abéché, mais cette fois-ci, une remise du lot destinée à la province du Wadifira. C'est l'inspecteur du ministère de la Santé publique, Abdraman Bodou Chokou, au nom de son ministre, qui a remis officiellement le don à Ibrahim Hissène Zakaria, représentant du délégué sanitaire du Wadifira, tout en exigeant à la délégation de faire bon usage de ce don de relève islamique des États-Unis d'Amérique. Abdraman Bodou Chokou informe que le ministère se chargera du suivi pour des éventuelles évaluations. La communauté internationale et le Tchad avec célèbre tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année la journée mondiale de l'habitat. Le thème de l'édition 2019 met au centre les technologies des pointes comme outils innovants pour transformer les déchets en richesse. Je vous invite à suivre la déclaration de circonstance de la ministre de l'Aménagement du territoire. Suivez. Au Tchad, les statistiques disponibles montrent que pour la seule ville d'Njamena, chaque citoyen produit environ 150 kg par an de déchets solides pour les quartiers périphériques et environ 180 kg pour les quartiers centraux. D'après les informations des services en charge de la propriété, la collecte des ordures serait actuellement de 97 000 tonnes pour les 537 000 habitants des quartiers centraux. Qu'en est-il des quartiers périphériques où les occupations sont en général anarchiques et les équipements et infrastructures de base sont quasi inexistants? Les conséquences de la mauvaise gestion des déchets ont pour effet visible la dégradation du cadre de vie à travers l'accumulation des ordures ménagères, la création de nombreux dépôts sauvages et la stagnation des eaux usées et pluviales dans nos quartiers, villes et villages, la multiplication des vecteurs du paludisme. De manière spécifique, nous invitons tous nos compatriotes et tous ceux qui sont préoccupés par le devenir de nos villes à réfléchir avec nous sur le thème national qui est « Tes déchets, mes richesses ». Ce thème qui fera l'objet d'échanges en conférence débat permettra d'explorer les meilleures stratégies innovantes visant la valorisation des ordures ménagères et autres déchets solides de nos cités. Conscient de la responsabilité qui est la sienne, le gouvernement, à travers le ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, s'efforce ces dernières années à élaborer des outils de planification urbaine et à construire des ouvrages d'aménagement urbain dans les principales villes du Tchad. J'exhorte tous nos partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile en général, tous les citoyens engagés à œuvrer en vue d'un aménagement, voire d'un changement de mentalité des ménages pour adopter un comportement responsable dans la gestion rationnelle et la transformation des déchets et ordures produits. Il est donc temps d'éveiller nos génies créateurs pour une industrialisation des déchets urbains et ruraux. Octobre Rose, édition 2019, les activités du mois consacrées à la lutte contre le cancer féminin se poursuivent. Intéressons-nous ce soir à cette conférence débat animée hier, ou ce soir plutôt, sur le thème alimentation, nutrition et le cancer. Compte rendu, Haram Abdelkader Adam. Alimentation, nutrition et le cancer, tel est le thème retenu pour cette conférence débat sur le cancer du sein, l'alimentation, l'environnement et l'hygiène sont entre autres les 4 thématiques qui font également l'objet de la conférence. La Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer entend à travers cette conférence débat sensibiliser l'assistance ainsi que la population sur l'hygiène alimentaire, corporelle, environnementale et le dépistage précoce afin de lutter contre le cancer. Dr Hissène Adano explique les causes et les conséquences de cette maladie. Si vous consultez les femmes, n'hésitez pas à faire l'examen de sein, c'est primordial. Les femmes ne s'examinent pas, elles ne font pas de propagation, mais si vous examinez, n'hésitez pas à demander à la femme de déshabiller et vous faites un examen minutieux des seins, parce que ça vous permettra, si vous détectez une lésion bénigne, de l'orienter et de lui sauver de cette femme de faire un cancer peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous voyez l'importance. Donc je vous invite à chaque fois que vous examinez une femme, n'hésitez pas à examiner ses seins.
Pour rappel, la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer est une plateforme qui regroupe 4 organisations, à savoir l'Action contre le cancer, l'Association tchadienne pour la lutte contre le cancer, Donnons-nous la main, Donama et la Fondation Grand Cœur. Merci Haram. Nous retrouvons notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons le président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer, Dr Manikassé Palouma. Docteur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. La lutte contre le cancer, vous avez tout un mois pour parler de la lutte contre le cancer féminin. Pourquoi l'appellation Octobre Rose? Merci de me donner l'occasion de parler de des activités de la Ligue de lutte contre le cancer. Au fait, le mois d'Octobre Rose, c'est un mois dédié à la lutte contre le cancer féminin. Et comme vous le savez, en particulier le cancer du sein. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Et pourquoi le mois d'Octobre Rose? Pourquoi la couleur rose? Parce que la couleur rose symbolise la femme. Et donc, étant donné que ça symbolise la femme, et par solidarité, la communauté internationale manifeste, donc fait les manifestations contre le cancer féminin chaque mois d'Octobre Rose de toutes les années. Alimentation, nutrition et cancer, c'est le thème choisi cette année. Est-ce que vous pouvez justifier le choix de ce thème? Au fait, alimentation, nutrition, cancer, au fait, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque d'apparition de cancer. Et donc, entre autres, nous avons choisi cette année l'alimentation due au fait que nous n'avons pas d'autres possibilités. Et compte tenu de l'importance des facteurs de risque d'apparition de cancer dans l'alimentation, donc on a jugé utile de choisir le sujet alimentation, et nutrition, puis le cancer. Au fait, la prévention contre le cancer nécessite l'information sur l'alimentation, sur la nutrition. Au fait, environ 30% des cancers sont favorisés par l'alimentation ou la nutrition. D'où nous avons pensé qu'il fallait mener des campagnes de sensibilisation d'abord sur l'alimentation et la nutrition. Je prends un exemple. Donc ici vous voyez le Tchadien aime consommer de l'alcool. Donc l'alcool qui est une alimentation. L'alcool favorise le cancer d'abord des voies digestives, ensuite le cancer du foie et le cancer du sein. C'est une alimentation. Il n'y a pas seulement que l'alcool. Vous avez la cigarette, qu'on en parlera dans les facteurs de risque, qui donne le cancer en général et le cancer du sein en particulier. La cigarette donne l'apparition de cancer du sein et tant d'autres facteurs de risque contenant dans l'alimentation. Donc, le Tchadien mange mal. Donc, ça favorise le cancer. Voilà, c'est les facteurs de risque d'apparition de cancer existent dans l'alimentation parce que nous mangeons mal chez nous. Donc nous mangeons, prenons par exemple le cas d'alcool, les gens boivent abusément de l'alcool et donc au moins un verre d'alcool peut favoriser, peut être un facteur favorisant d'environ 5 à 10% d'apparition de cancer. Donc ne pas trop prendre de l'alcool, c'est très important. Ne pas du tout prendre, c'est important, et également les activités sportives, parce que plus on mange, plus on va devenir obèse, et l'obésité constitue aussi le facteur de risque. D'où la Ligue a estimé qu'il fallait faire la prévention sur l'alimentation d'abord. Le Tchadien mange mal, on ne mange que de la viande, on mange pas les légumes, c'est déjà un facteur de risque. Le fait de manger que de la viande va favoriser l'accumulation de graisse dans le foie et le métabolisme de la graisse va être facteur favorisant le cancer à tous les niveaux. Donc, il faut insister sur l'alimentation parce que nous n'avons pas d'autres possibilités. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Mais en faisant la prévention sur l'alimentation, rien que par l'alimentation, nous pouvons éviter à peu près 30% des risques d'apparition de cancer. Et vous encouragez aussi la pratique du sport? Bien sûr, la pratique du sport va
en conformité avec l'obésité. Quand vous êtes obèse, vous devrez faire des exercices, vous devrez marcher. Vous devrez marcher 30 minutes par jour, suffit pour évacuer la graisse, la concentration de graisse qui se trouve dans votre corps, dans votre organisme. Donc, la marche ne concerne pas seulement les personnes obèses. Même les personnes qui ne sont pas obèses doivent marcher. Parce que plus vous consommez du sucre, il y a concentration dans votre corps, il faut éliminer ces sucres. Donc, le sucre est une substance toxique. Il ne faut pas trop consommer du sucre. Si vous consommez du sucre, il faut faire la pratique sportive. Docteur, si vous mangez trop de la viande, il faut faire la pratique sportive. Docteur, la première dame est au premier rang de cette lutte contre le cancer féminin. Vous avez un mois tout le long du mois d'octobre. Quelles sont les activités que vous avez prévues? Au fait, nous avons prévu plusieurs activités. La première, c'était le lancement. On a eu à lancer le 4 octobre officiellement par la première dame. De passage, je la remercie pour son engouement, pour son engagement, parce que c'est elle qui a réuni toutes les associations pour demander à ce qu'on fasse, qu'on crée ce qu'on appelle la Ligue. Donc, avec la Ligue, nous pouvons avoir des actions efficientes. Et donc, le mois d'octobre rose, on va essayer, hier on a fait des conférences débats au CEFOD, il y aura également dans les jours qui suivent des conférences débats à l'université et dans des universités, il y aura également des conférences débats dans des lycées, dans des mosquées et dans des églises. Donc les activités vont se terminer le 31 octobre en faisant une grande marche sportive. Donc voilà le programme du mois d'octobre. Justement, vous venez de parler d'une marche sportive comme activité. Comment cette marche va se faire et pourquoi? Au fait, je parlais tout à l'heure de la sédentarité. Donc, quand on est sédentaire, donc on ne dépense pas de l'énergie. Ça va concerner que les femmes ou les personnes ça concerne tout le monde. C'est vrai que le mois d'octobre rose est dédié à des manifestations de lutte contre le cancer féminin. Mais le message est porté à tout le monde. Parce que ce n'est pas seulement la femme qui est obèse. Donc, l'homme, en marchant également, peut éviter le cancer. Donc, la marche sportive permet de prévenir le cancer dans la plupart des cas, parce que vous évacuez toutes les substances toxiques qui se trouvent dans votre organisme. Si vous prenez trop de l'alcool, si vous prenez trop du sucre, toutes ces substances-là sont dégagées au cours de la marche. Donc, l'effet de marcher 30 minutes par jour pourra vous éviter les facteurs de risque d'apparition de cancer. En province, les gens en font déjà, les femmes font beaucoup de marches, où toutes les activités sont... Voilà, ouais, c'est l'occasion de dire que ces activités qui vont se passer en N'Djamena se passeront dans les 22 provinces du Tchad. Donc, les mêmes activités vont se passer. La marche, les conférences, débats, et ainsi de suite. Ok. Depuis quand la Ligue existe, la Ligue tchadienne contre le cancer existe? Au fait, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer a vu le jour le 21 septembre 2018, sous la diligence de la première dame que je disais tout à l'heure, qu'elle avait vu que les différentes associations agissaient de manière disparate et il n'y avait pas de résultats efficients. Donc, elle nous a réunis pour demander de former ce que c'est la Ligue. Donc, la Ligue a vu jour le 21 septembre 2018. Et séance tenante, on a commencé les activités, on a lancé la première activité sous le parrainage de la première dame le 4 octobre 2018. Docteur, revenons un petit peu en arrière. Quels sont les principaux facteurs de risque de cancer du sein et du col de l'utérus chez les femmes? En fait, il y a plusieurs facteurs de risque. D'abord, une prédisposition héréditaire, c'est-à-dire dans votre famille, si votre maman ou bien votre soeur, votre nièce a eu un cancer du sein, par exemple, il y a possibilité que vous, qui êtes leur fille ou bien apparenté, vous êtes exposé aussi à avoir le cancer. D'où la prévalence, enfin la prévention, c'est que ces personnes-là, chez qui, c'est laquelle il y a eu un cancer dans la famille, doivent faire son bilan régulièrement parce que dans la famille, il y a eu. Ça, c'est une prédisposition héréditaire. Il faut aussi signaler, docteur, le dépistage. Voilà, le dépistage, au fait, en faisant ces examens, c'est-à-dire que la personne doit faire le dépistage en faisant la mammographie, en faisant l'autopalpation du sein, surtout chez les femmes,
parce que le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Donc la femme doit être, quand elle est au lit ou bien en face du miroir, doit examiner ses seins, palper ses seins s'il y a des nodules dedans. Donc le dépistage systématique est obligatoire chez une femme chez qui il y a eu un antécédent de cancer dans la famille. Il n'y a pas seulement cette prédisposition héréditaire qui fait apparaître le cancer. Il y a également la cigarette. Il y a la cigarette qui contient beaucoup de substances carcinogènes et que si la femme prend la cigarette, elle est exposée à avoir le risque de cancer du sein. Il n'y a pas seulement que la femme. L'homme qui fume la cigarette, vous savez que le cancer provoqué par la cigarette occupe le premier rang des cancers dans le monde. Donc, il y a la cigarette, l'alcoolisme que je viens de parler. L'alcool peut également favoriser, pas seulement le cancer du foie et des voies respiratoires, du tube digestif, mais aussi peut également être responsable de l'apparition de cancer du sein. Donc, d'autres facteurs, c'est par exemple le traitement hormonal, c'est-à-dire une femme qui est ménopausée. D'habitude, les femmes n'aiment pas la ménopause. Une fois ménopausée, elles ont du souci, elles veulent absolument que les règles viennent. Et elles peuvent se rendre à l'hôpital et le gynécologue peut lui donner des médicaments et elle verra régulièrement ses règles. Mais ceci a des risques majeurs. Donc, en faisant ça pendant beaucoup de temps, cette dame-là est exposée soit à un risque de cancer du sein, soit à un risque de cancer de l'endomètre. Donc, c'est l'occasion de dire à toutes les femmes qui sont déjà ménopausées qu'il ne faut pas qu'elles essayent d'insister pour vouloir coûte que coûte avoir les règles. Donc, avoir les règles au-delà de 55 ans, c'est un facteur de risque d'apparition de cancer. Donc, une femme qui, au-delà de 55 ans, continue à avoir les règles, c'est déjà un facteur de risque d'apparition de cancer. Ce n'est pas du tout bon. Donc, il y a d'autres facteurs, comme effectivement l'obésité. Une femme qui est obèse, qui ne fait pas les pratiques de sport, elle est exposée à avoir le cancer du sein. Parce qu'il y a accumulation des graisses dans son corps et ces graisses-là ne sont pas dégradées et par métabolisme, ces graisses peuvent être responsables de l'apparition des cancers du sein. Ok, docteur, que peut-on donc attendre de la Ligue dans le domaine de la lutte contre le cancer au Tchad? Au fait, la Ligue qui venait d'avoir jour n'a pas assez de moyens, mais elle a axé ses interventions sur la prévention. La Ligue, son objectif, c'est de faire la prévention contre le cancer. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, nous allons axer nos activités sur la sensibilisation, sur le facteur nutritionnel, alimentaire, qui sont responsables de l'apparition de cancer. Nous allons activiser, c'est-à-dire sensibiliser les gens, comment consommer l'alcool, ne pas consommer l'alcool, ne pas fumer la cigarette, et manger des légumes. Plutôt préférer des légumes que de manger tout le temps de la viande. Donc, nous allons axer nos interventions dans ce sens-là pour avoir une deuxième action de la Ligue, c'est que la Ligue va essayer de faire des plaidoyers auprès des autorités, nos autorités, les plus hautes autorités, parce que comme vous le savez, il n'y a pas un plateau technique de prise en charge des malades dans notre pays. Et donc, si nous sensibilisons les malades, en tout cas, nous faisons le dépistage, nous allons nous retrouver devant les gens qui sont dépistés et qui ne seront pas pris en charge. Donc, il fallait absolument un plateau technique. Et là, la Ligue s'attelle à faire un plaidoyer auprès des partenaires du Tchad et auprès des autorités tchadiennes pour qu'enfin, qu'il y ait un service technique de prise en charge de ces malades-là. Docteur, je vous coupe la parole, avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit des téléspectateurs de Télé Tchad? Voilà le message que je puisse dire. Il faudrait, durant tout le mois d'octobre rose, il y a des choses très intéressantes à écouter. Il y aura beaucoup de leçons. Les facteurs de risque que tous les exposants vont exposer. Donc, il faudrait qu'ils assistent à toutes ces activités-là. Donc, l'occasion de dire que nous, le thème nutrition et alimentation, cancer, ça veut dire que il faudrait que ces gens-là viennent dans des conférences, assistent pour voir les différents facteurs de risque alimentaires qui concourent à l'apparition des cancers. Donc, c'est la seule chance. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'attention, ne pas fumer du tout. Il ne faut pas consommer de l'alcool, mais c'est difficile de dire aux gens de ne pas consommer de l'alcool, mais le risque est là, est évident. Il faudrait que les gens pratiquent régulièrement le sport.
Le sport n'est pas seulement destiné à quelqu'un qui est obèse, c'est aussi destiné à quelqu'un qui n'est pas obèse. Mais celui qui est obèse est plus exposé à avoir le risque d'apparition des cancers. Donc c'est le message que je puisse porter à l'endroit du spectateur. Assister à nos conférences débats, c'est très intéressant parce qu'on vous explique les différents facteurs de risque alimentaires qui concourent à l'apparition des cancers. Ok, merci. Je rappelle que nous recevions là le docteur Manika Sepalema. Il est le président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer. Docteur, bon vent à la Ligue. Merci beaucoup. Et surtout, nous vous souhaitons beaucoup de succès pour vos activités Octobre Rose 2019. Merci beaucoup. Merci. Donc, le journal se poursuit. Le président de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh, Mahmoud Ali Seïd, a fait un point de presse cet après-midi. Objectif, apporter son soutien aux efforts du gouvernement dans le processus démocratique. Extrait. La coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh s'est dit outré par certaines positions adoptées par une partie de la classe politique par rapport au calendrier électoral législatif. N'avait-il pas demandé incessamment en son temps l'organisation de ces mêmes élections? Mais ma foi, où est donc la cohérence quand il s'insurge aujourd'hui contre l'organisation de ces mêmes élections législatives? Notre pays, le Tchad, aspire depuis une décennie à la paix. Et il devenait alors conséquemment impératif de protéger, voire de chérir cette paix retrouvée. Quotidiennement, nous constatons des réactions époustouflantes, voire abracadabrantes, frisant parfois l'indécence par rapport aux diverses opinions de certains membres de la classe politique tchadienne qui rejettent l'organisation d'élections dans notre pays. Ces acteurs politiques et ceux de la société civile, bien évidemment, surfent sur les pesanteurs de haine et de division, doivent se rendre à l'évidence que le peuple tchadien est désormais mûr. Et à ce titre, il ne permettra guère à un quelconque kidam de venir véhiculer les messages de déstabilisation, teintés de germes qui sentent indiscutablement la mauvaise foi patriotique et l'incivisme. Nous pensons au niveau de la Kazakh que le président de la République, c'est la synthèse de la nation. Nous n'accepterons pas que des petits esprits égarés dans le train-train froid de l'exil et en mal d'existence puissent proférer à son encontre des propos abjects et qui plus est irrespectueux dans le seul but d'écorcher son image et en filigrane celle de notre pays. Des nouveaux et embryonnaires groupuscules politiques ayant pour seul territoire et vivier électoral les claviers et la toile viennent de voir le jour. Mais hélas, ces derniers arrivistes de la classe politique tchadienne font de la politique par effraction. Leur collaboration avec les officines et autres laboratoires extérieurs sont des secrets de polichinelle. Ils pensent naïvement gruger l'opinion publique par des phraséologies politiques prêtes à porter, dignes des grands films hollywoodiens. La Kazakh demande à ces vendeurs d'illusions de redescendre sur terre, car la gestion d'un pays ne se fait pas à l'image d'un conte de fées, mais plutôt avec empathie et délicatesse. La coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh soutient les actions posées par les pouvoirs publics, notamment l'état d'urgence, ainsi que la lutte contre l'usage des armes de guerre par les civils dans les différends qui les opposent. La Kazakh demande par ma voix à toute la population tchadienne d'être vigilante et ne point donner l'occasion aux différents clochards de la vie politique tchadienne en manque d'inspiration d'assouvir leurs désirs diaboliques. À l'orée des échéances électorales futures, l'esprit républicain doit absolument prévaloir sur les autres dividendes politiques personnels qui ne décrédibiliseront que leur propre auteur.
Double cérémonie d'installation des préfets de Koukou Angarana et de Adé. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province de Sila, Ben Arabi Abderrazak. Reportage. Nommé par décret numéro 1372 du 2 septembre 2019, les premiers préfets des départements de Koukou, Angarana et Adé sont officiellement installés par le secrétaire général de la province Oumarou Sanda Makaché III. Le préfet de Kimiti, Adomassan Fouda, dont son département gérait ses entités avant leur élection, a salué l'apport de ses collaborateurs. L'installation de deux préfets intervient au moment où la province est soumise à l'état d'urgence. En plus de désarmement des civils, Oumarou Sanda Makaché III demande au nouveau préfet de prioriser des actions aux fins de conduire à bon port Koukou, Angarana et Adé. Vous devez gérer avec impartialité les conflits intercommunautaires, le conflit foncier, c'est-à-dire le conflit de champs, le conflit éleveurs-agriculteurs qui surgirait dans votre jeune département. Vous devez restaurer l'autorité de l'État, monsieur le préfet entrant. La cohabitation pacifique entre les différentes communautés doit être votre préoccupation quotidienne. Vous devez lutter contre la fraude, de tout genre et la détention illégale d'armes de guerre. Le préfet de Koukou Angarana, Abdoulaye Ismail Zourgan, celui d'Adé, Abdelkarim Tahir Ali, se disent déterminés à relever les défis avec le soutien de leurs populations respectives. Le chef de service de la station provinciale Onama de Sila a également pris service hier à Gosbeida. Il a été aussi installé par le secrétaire général de la province en présence du directeur général adjoint de l'Onama, Youssouf Abdraman Aligat. La station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA de Sila a un nouveau chef. Il s'agit de Mohamed Taharoun Abougren, nommé au terme du décret numéro 11-15 du 31 juillet 2019. Il remplace à ce poste Ibrahim de la province de Sila, Oumarou Sanda Makaché III, qui a installé à Gosbeida dans ses nouvelles fonctions en présence du directeur général adjoint de l'Office national des médias audiovisuels, Ibrahim Mohamed Adam, du directeur des ressources humaines, du directeur commercial et marketing, ainsi que le sous-directeur technique de la RNT. Son Excellence Idriss Déby Itno est un homme de la paix. Et en accordant l'importance à la télévision, il donne une vision claire et nette. Et vous devez traduire dans les actes cette vision du chef de l'État. Permettez-moi de vous énumérer quelques occupations qui vous attendent. Vous devez produire des émissions, surtout sur l'agriculture, l'élevage, les activités des ONG dans le Sila, les activités des autorités administratives, l'éducation, la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, entre les éleveurs et les agriculteurs, les activités sportives, religieuses et culturelles. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe comme nouveau sous-directeur de la station provinciale de l'Onama de Sila et vous renvoie à l'exercice de votre fonction. Pour le directeur général adjoint de l'ONAMA, Ibrahim Mohamed Adam, la radio et la télévision sont des outils d'information, d'orientation et de la communication au service de la population. Il demande au nouveau chef de la station de Sila d'œuvrer pour que la station soit au service de la promotion de la diversité culturelle et de la cohabitation pacifique. Le nouveau chef de la station provinciale de Sila affirme qu'il est prêt à relever le défi avec le soutien des autorités administratives et de ses collaborateurs. Après la cérémonie d'installation, la délégation a visité les locaux de la station provinciale de Sila avec le secrétaire général de la province de Sila pour constater l'état de fonctionnement des installations des équipements techniques. Dans le cadre de la cohabitation pacifique, le secrétaire général de la province du Logone occidental s'est rendu dans le département de Ngourkousso, à Benoué pour être précis. Le secrétaire général de la province a rencontré les autorités locales et les responsables des organisations de la société civile. Reportage Reutar Anissi. L'entretien
qu'a eu le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, avec les responsables à divers niveaux du département de Ngourkousso, est axé essentiellement sur la cohabitation pacifique, la paix et le vivre ensemble, vu des plus hautes autorités du pays, au rang duquel le chef de l'État Idriss Déby Itno. L'importance de cette rencontre n'est plus à démontrer car toutes les couches socio-professionnelles étaient représentées. À cette occasion, Ngana Ndjekila a exhorté ceux-ci à sensibiliser la population sur le bienfait de la paix, de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Un temps a été accordé à chaque corporation de faire des observations, suggestions et des questions liées à la gestion des conflits communautaires. Le chef de canton de Benoît, Djirandouba Frédéric Tongo, a déclaré que la ville de Benoît accueille toutes les communautés sans discrimination ni haine. Il faudrait que tous les deux là se donnent la main dans la main. Ils se croient, ils se demandent pardon. Ils se disent des choses qui ne marchent pas là. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on va trouver la solution. La solution est devant nous. Maintenant, nous sommes là, nous ne dormons pas. Nous sommes là en train de chercher à résoudre ce problème. Le problème est devant nous. À chaque jour, on est dedans. Avis partagé par le représentant de la communauté musulmane résidant à Benoît, Mohamed Batran, qui demande aux éleveurs de respecter les us et coutumes de la terre accueillante. En conclusion, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, interpelle tous les acteurs impliqués dans la gestion des conflits communautaires de rendre la justice pour que règne le calme en lieu et place de la haine et de la division. Dans le cadre de la campagne L'école d'abord lancée à Ati dans le Bata, le préfet du Bata Ouest, Fatimé Boukar Kossé, s'est rendu à Kunjuru. Sur place, elle a tenu une réunion de sensibilisation sur la scolarisation des filles. Mamadou Djibril Alhour. L'opération École d'abord est en marche. Après son lancement à Ati, chef-lieu de la province du Bata, elle s'étend aujourd'hui sur Kunjuru. L'auteur de cette initiative, le préfet du Bata Ouest, Fatimé Boukar Kossé, a réuni ici autorités locales, administratives et traditionnelles, leaders religieux et parents d'élèves pour les impliquer dans l'opération. Le but est d'éveiller la conscience de toutes les parties prenantes, notamment les parents, sur l'importance de la scolarisation. Dans son adresse, le préfet Fatimé Boukar Kossé a rappelé l'importance de cette campagne dite École d'abord et la responsabilité première de tous les parents à bien vouloir inscrire leurs enfants à l'école. Pour elle, chaque enfant a le droit d'aller à l'école s'il en a l'âge. L'éducation, poursuit-elle, est impérative. Elle s'impose d'elle-même aux parents. Que les pesanteurs sociaux ne constituent pas une barrière à la scolarisation des enfants, notamment celle des filles, car éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Les enseignants, le préfet les exhorte à donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle leur demande d'apprendre la discipline, la tolérance et les valeurs humaines aux enfants. Rappelons que cette activité coïncide avec les préparatifs en cours de l'organisation de la Journée internationale de la femme rurale qui sera célébrée ici le 15 octobre prochain. Cette information en bref et en image pour la suite de l'édition, munie des pelles, râteaux et d'autres matériels. Les membres de l'association des jeunes pour l'éducation, la culture et le sport AGEC de Gama dans le département de Dababa ont nettoyé de fond en comble le collège d'enseignement général de Gama. Selon Jido Mohamed Ramat, le président de la dite association, cette action citoyenne vise à assainir l'établissement scolaire dans le but de bien démarrer la rentrée scolaire 2019-2020. Après avoir nettoyé le CEG, les membres de la GEC ont fait un don composé de quelques fournitures scolaires. Du côté du directeur de cet établissement, il salue cette initiative et invite par ailleurs les personnes de bonne volonté à suivre l'exemple de l'AGEC. La Fondation Grand Cœur forme et accompagne les bénéficiaires dans leurs nouvelles activités. C'est le cas des femmes ayant suivi la formation en couture. Toutes ont reçu des machines à coudre. C'est à Faya et on en parle avec Mohamed Suleiman. Les membres de la Fondation Grand Cœur en mission à Faya dans le cadre de la caravane ophtalmologique ont mis à profit le séjour
pour mener d'autres activités de bienfaisance. Ils ont équipé les centres de groupement féminin de Faya des machines à coudre. Ces machines ont été remises officiellement aux bénéficiaires en présence du secrétaire général de la province de Bourkou, Abakar Hissène Didigui. Ce n'est pas tout, ils ont offert aussi des matériels de sonorisation, des panneaux solaires, des ordinateurs et des livres à la maison de la culture de Faya. Dans chaque ordinateur est incorporé 10 000 livres en version électronique. Tous ces matériels ont été offerts par la dite fondation. Les bénéficiaires se sont relayés pour remercier la présidente de la fondation Grand Cœur Hinde Déby Itno pour son soutien multiforme en faveur de la gente féminine. Selon elle, ces matériels leur permettront de bien exercer leurs activités. Pour les chefs de mission de la fondation Grand Cœur, cette formation permettra aux bénéficiaires d'être autonomes. Cette œuvre salvatrice vient de l'initiative de la première dame Hinde Déby Itno pour que nos femmes, nos mères et nos sœurs puissent dans ces activités se prendre en charge. Le secrétaire général de la province de Bourkou a souligné que la première dame Hinde Déby Itno ne cesse d'apporter son soutien aux femmes de cette province. Avant-hier, c'est le lancement de la caravane. Hier, la formation des femmes. Aujourd'hui, la remise officielle des machines à coudre aux femmes. Nous remercions une fois de plus à la première dame et que Dieu lui bénisse. Il y a des femmes qui sont bien venues demander, la première dame Hinde Déby Itno est en train de venir en aide aux femmes du Bourkou. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire à Hinde pour qu'elle soit contente? Je pense que les femmes du Bourkou sont prêtes aussi à faire un geste. Mais ce geste, Inch'Allah, ça viendra au moment venu. Abakar Hissène Didigui a en outre exhorté les bénéficiaires à utiliser ces machines à bon escient. Il a aussi relevé que ces machines à coudre ne seront pas utilisées en dehors de ces centres. Ceci pour permettre à toutes les femmes de la province de Bourkou d'en bénéficier. Assar dans le moyen Chari, c'est une formation sur l'usage des outils agricoles et le pilotage des nouvelles technologies agricoles qui a été donc organisé. Dieu René Coutou, reportage. L'objectif de cet atelier vise à renforcer les capacités du personnel technique des 3 provinces de la zone d'intervention du projet PROPAD, à savoir le Salamat, le Mandoul et le Moyen Chari. Le chef d'antenne Anader zone sud-est, Kabé Kanye Désiré, a souligné que cet atelier va permettre aux apprenants de se familiariser avec les outils de vulgarisation et pilotage des nouvelles technologies agricoles du dit projet. Le chef d'antenne Anader zone sud a invité les apprenants à faire preuve de maturité et d'avoir un esprit critique tout au long de cette formation. Le représentant du coordonnateur du PROPAD, Ngedoyoum Kaginambay, a d'abord présenté le projet qui a un financement d'un montant de 24 milliards de francs CFA destiné aux femmes et aux jeunes pour le financement des micro-projets dans les zones du Mandoul, du Salamat et du Moyen Chari, avant de souligner que dans le cadre du partenariat entre le PROPAD et l'ANADER, cette formation est une obligation, car elle vient renforcer les capacités des agents de l'ANADER. Il a ajouté que le projet PROPAD entre en droite ligne avec la vision du chef de l'État Idriss Déby Itno qui veut révolutionner l'agriculture tchadienne. Le chef de mission Koko Wakde, par ailleurs chef de division vulgarisation et appui conseil à l'ANADER, a demandé aux techniciens du monde rural de profiter des nouvelles technologies du PROPAD qui leur seront dispensées, à savoir l'appui conseil, l'application des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Mbaïmian Dolasem Naran, s'est réjoui de l'organisation de cet atelier de formation et a souligné que si le gouvernement tchadien a bien voulu solliciter l'appui de la Banque mondiale pour financer le projet PROPAD, c'est pour répondre aux préoccupations des producteurs ruraux. Il a exhorté les participants de s'approprier des nouvelles techniques du PROPAD qui leur seront dispensées. Dans le lac Abol précisément, l'antenne Anader a lancé les activités dénommées Hamo au profit des groupements féminins. Mahmoud Bouloumi.
Ce lancement des activités IMO au profit des groupements féminins bénéficiaires de l'appui PNUD a eu lieu à Birim, village situé à 7 km au sud-est de Bol. Le chef d'antenne provincial de l'ANADER du lac, Abakar Kaila, s'est d'abord réjoui de la forte mobilisation des membres des groupements féminins avant de remercier le PNUD et ses partenaires pour leur appui multiforme afin de renforcer la production agricole dans la province du lac. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement le PNUD pour cet appui. Non seulement ça nous servira à nettoyer les canaux, mais également aidera ces femmes qui sont des groupements féminins qui sont vulnérables de mieux à commencer la nouvelle saison. La présidente de la plateforme de groupement féminin, Mme Ami Adoum Abdoulaye, a infiniment remercié le PNUD et ses partenaires pour ces louables gestes, avant de souligner que la plateforme assurera sans doute le suivi des travaux pour la réalisation des objectifs escomptés. Pour les responsables du PNUD, Jean de Dieu, le PNUD a réalisé plusieurs projets, dont la construction des magasins de stockage des groupements féminins, l'octroi de microcrédits aux membres des groupements féminins et la présente remise de matériel agricole. Et il a souligné que d'autres projets sont en cours. En lançant officiellement ces activités, le secrétaire général de la commune de Bol, Djibril Mamadou, représentant le maire, a remercié une fois de plus le PNUD pour son appui afin d'améliorer la production agricole et lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire avant d'appeler les bénéficiaires pour le bon usage des matériels reçus. Je remercie le PNUD pour avoir mis à la disposition de ces groupements les manuels de travail qui permettraient à ces groupements d'effectuer dans de bonnes conditions les travaux qui sont organisés par l'ANADER. La remise de matériel composé de pelles, râteaux, houes et haches et la démonstration du nettoyage des canaux d'irrigation des polders aménagés a mis un terme à cette cérémonie. En politique, le secrétaire provincial du MPS du Mandoul a installé les membres des bureaux départementaux de Barsara et de Moïsala. Djitangue Félix, reportage. Pour défendre les idéologies politiques du mouvement patriotique du salut et ce, dans le cadre de la redynamisation des structures de base pour les futures élections législatives et communales. Natumbaï Armand et Jinon Toyo Bonoji sont installés respectivement secrétaire exécutif et secrétaire exécutif adjoint du conseil départemental MPS du Barsara. Quant au conseil communal MPS de la ville de Moïsala, le secrétariat exécutif a été confié à Djogonan Rondo Vincent, secondé de Jassravé, Haruna Tatola. Installant officiellement les deux conseils, le secrétaire général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut, du Mandoul Mogna Djemunta, appelle ses camarades militants à plus d'ardeur et de sagesse. Le parti MPS dont vous appartenez a besoin de votre contribution financière et matérielle pour son bon fonctionnement, car la crise économique et financière que traverse notre pays n'épargne pas les organisations politiques. C'est pourquoi j'exhorte tous les militants convaincus, déterminés à la cause du parti, de cultiver la notion de cotisation et d'appui au parti. Nouvellement installé, le secrétaire exécutif départemental du Barsara et celui du conseil communal de la ville de Moïsala ont à cet effet exprimé leur reconnaissance aux camarades pour leur confiance placée en eux. Dans tous les départements et communes de la province du Mandoul parcourus par le secrétaire général du conseil provincial MPS du Mandoul Mogna Djemunta, il a adressé le message de paix, cohésion sociale et la cohabitation pacifique intercommunautaire. Dans le reportage que vous allez suivre, il sera question de l'incivisme des usagers de la route, surtout des mototaxis qui foulent allègrement au pied le code de la route. Regardez. Nous sommes en Guéli, dans la commune du 9e arrondissement. Il est 8 heures, c'est l'heure de pointe. Un moment de bonnes affaires pour les mototaxis en quête des marchandises.
c'est du bazar. Chacun veut charger, surcharger sa moto. Sur place, la règle, c'est qu'il faut prendre beaucoup pour gagner beaucoup. Peu importe le risque. On est venu pour découvrir. On loue la maison. Et tu vois l'autre bombe qu'on prend d'ici, c'est pas lourd. Si au ville là-bas, ils disent que c'est surchargé, mais si c'est par rapport à nous, on se débrouille, c'est ça en fait. Le surcharge, on connaît bien sûr que c'est le surcharge, mais c'est la vie, c'est la difficulté. Si tu prends un peu la pied, tu trouves rien. Sur un sac là, on prend là, on a presque 300 ou 350 comme ça. C'est à cause de ça qu'on prend 300 surcharge. On connaît bien sûr qu'il y a le risque, mais c'est la vie. Il n'y a pas de solution. Il ne risque rien à rien. Je ne peux pas rester boire pour avoir parce qu'il y a des risques. Même si tu es dans ta chambre, il y a toujours des risques. Je me ma petite famille. Je ne fais pas par plaisir. Voilà, tout est fin prêt. Mais avec cette surcharge, le départ pose problème. La moto est dépassée, il faut la pousser. Et ce n'est pas tout. Même sur les grandes artères, la circulation n'est pas du tout aisée. Un véritable danger qui se passe sous les insouciés de la brigade de circulation. Cette pratique n'est pas du goût des usagers qui ne cachent pas leur ras-le-bol. J'arrive à remorquer 2 à 3, voire même 4 sur la moto. Et c'est chose que c'est interdit même d'ailleurs par les autorités tchadiennes. Mais comme ici au Tchad, tu sais qu'il y a l'incivisme au Tchad, les gens s'entêtent. La moto est surchargée. D'abord, le conducteur, toi tu es perturbé. Ça pèse sur le guidon et ça te dérange. Arriver là où il y a l'embouteillage, même pour sortir parfois, c'est un tas de problèmes. Il faut respecter le code de conduite et le code de transport pour minimiser les risques. En attendant, la fin de la récréation s'impose. Reportage signé Famanou Célestine. Le président de la Ligue de football de N'Djamena a fait ce dimanche un point de presse. C'était pour rendre public la circulaire de la coordination de la zone 7 de football repoussant la date de l'Assemblée générale élective de la Ligue de football de N'Djamena. Extrait. La note que nous avons réussi, je vais vous lire ça ici. À Monsieur le Président de la Ligue de football de N'Djamena, objet report de l'Assemblée générale élective. Mais c'est conformément aux dispositions de l'article 32, alinéa 1 et 2 du Code électoral standard de Ligue régionale, je vous informe que votre Assemblée générale élective prévue le 6 octobre 2019 ne pourra pas se tenir pour les motifs suivants. Saisine de la commission de recours par un candidat tête de liste. Nos envois de la liste des candidats et le collège électoral au coordonnateur du zone. Une fois ces points réglés, nous vous demandons de nous communiquer une nouvelle date dans le plus bref délai. Donc c'est ça qui a fait, nous avons reporté à notre Assemblée générale élective qui est prévue dimanche 6 octobre 2019 à une date ultérieure, c'est-à-dire attendre, comment on appelle ça, le verdict de la commission des recours. Parce que la commission électorale a déjà rejeté une liste d'un candidat et il a fait recours. On attend le verdict où la commission de recours va siéger d'ici demain et on va vous donner la date, la prochaine date de l'Assemblée générale élective. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.